Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection. Il nous racontera ses temps forts et moins forts. Il répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare. Et j'analyserai également, comme à l'habitude, une galerie d'un auditeur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Corentin, alias Monaco76, qui est venu nous parler de sa passion pour dénicher des jeunes à potentiel, des bons joueurs susceptibles de revenir dans le jeu dans un délai à moyen terme, ainsi que de sa chaîne YouTube. Il a également offert à la fin du podcast une carte limited d'Axel Witsel, qui a été remportée par le manager Guillaume 056. Et aujourd'hui, roulement de tambour, j'ai le plaisir d'inviter Justin, alias Tekoma, connu dans la communauté Sorare pour ses analyses très détaillées sur l'écosystème Sorare, dont certaines ont été traduites en français et postées sur le site de Média Sorare. Salut Justin! Salut Mehdi! Voilà, écoute, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir ce podcast. Ça fait pas mal de temps que je lis tes analyses sous ton pseudo Tekoma. D'ailleurs, Tekoma, ça vient d'où? Alors, Tekoma, c'est un anagramme de mon nom de famille qui était un peu compliqué, donc je pouvais pas le mettre comme pseudo, sinon ça aurait été injouable de me trouver sur Internet. Donc voilà, un petit anagramme qui est plus facile à retrouver. J'avais regardé un peu sur les moteurs de recherche et je voyais que c'était le nom d'une école française dans laquelle tu avais étudié, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est aussi un clin d'œil, c'est que j'ai étudié dans une école qui était voisine de cette école, donc c'était un petit clin d'œil aussi. Ok. Parfait. Écoute, présente-toi avant de commencer vraiment au niveau de Sorare. Ouais, merci Mehdi déjà pour l'invitation. Donc, je m'appelle Justin, j'ai 25 ans. Sur Sorare, je m'appelle Tekoma. T-E-C-O-M-A-H. Et j'ai aussi lancé une newsletter liée à Sorare qui s'appelle Sorare Intelligence. C'est principalement par cette newsletter que les gens de la communauté me connaissent, parce qu'elle commence à être pas mal lue. Donc voilà, moi perso, je suis originaire de Savoie. Maintenant, je travaille sur Paris dans une autre entreprise de jeux vidéo et d'une entreprise parisienne. Voilà, et je suis data analyst chez eux. Donc la data, c'est pas un truc que je fais exclusivement sur Sorare. C'est aussi mon métier. Et quel est ton rôle en tant que data analyst dans une boîte de jeux vidéo? C'est globalement, en gros, c'est d'optimiser les jeux de manière à mieux les monétiser et augmenter les profits générés par l'entreprise. Ouais, donc t'es vraiment fan des chiffres et ça se voit de toute façon dans Sorare Intelligence. Ça va vraiment intéresser, je pense, énormément d'auditeurs cette émission d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu as connu Sorare? Parce que j'ai regardé sur ta galerie, tu t'es inscrit en décembre 2019, donc ça fait quasiment 2 ans. Et ouais, bientôt mes 2 ans. Ça sera dans une dizaine de jours que je fête chaque année, du coup, cette date d'inscription. Alors, comment je les ai connus? En fait, j'étais en dernière année d'études, en 2019, et j'étais déjà un peu intéressé par la blockchain. Donc, j'avais dans mon école, je suivais un cours de blockchain. Et un jour, il y a Pierre Dupérin, qui était un dev de Sorare. En fait, le seul dev, parce que c'était le premier employé, et ils étaient 3 dans l'équipe, qui est venu nous présenter Sorare. Et à l'époque, dans ce cours-là de blockchain, on voyait passer beaucoup de projets, mais sans vraiment d'application concrète, ou en tout cas qui me plaisait. Et par contre, Sorare, c'était directement un coup de cœur, parce que j'ai tout de suite vu le potentiel de la chose, parce que je m'intéressais un peu au gaming. Je suis un grand fan de foot, j'aime bien la data, etc. Donc j'ai tout de suite compris que ça pouvait être quelque chose qui allait être gros. Et donc très rapidement après ce cours-là, j'ai créé mon premier compte, mon seul unique compte. Hein. Et voilà, j'ai commencé à jouer tranquillement début 2019, fin 2019, mais forcément c'était pas le même jeu que c'est aujourd'hui. Donc à l'époque, je mettais quelques dizaines d'euros, voire peut-être 100 euros le premier deposit, et il m'a fait quelques mois. Et ça me paraissait déjà beaucoup. Donc voilà, j'ai commencé tranquillement et petit à petit, je me suis vraiment pris au jeu. J'en ai parlé à mes potes autour de moi, des potes qui sont devenus des joueurs et même des très gros joueurs Sorare. Notamment, je pense à... Donc on a un groupe qui s'appelle la Sorare Academy, un groupe Messenger sur lequel on s'envoie des messages tous les jours. Et dedans, il y a mes amis Jordan, donc JoBZNT23 sur Sorare, qui a aussi une chaîne Twitch. Qui a la chaîne Twitch. Ouais. L'autre, il y a Dobrandao, Matt CLMT, qui est aussi un gros joueur. Donc voilà, pas mal de gros joueurs Sorare. Et c'est toi qui les as initiés donc à ce jeu-là? Ouais, j'étais vraiment le tout premier de ma bande
avoir joué et c'est ouais, ils sont je suis leur parrain officiel sur Sorare. Donc j'en suis pas peu fier. Ah ouais, je comprends. Et donc évidemment tes passions, pour terminer la présentation, tes passions c'est certainement le foot aussi. Ouais, gros fan de foot. Faut savoir que avant Sorare, en fait, j'avais déjà eu une expérience professionnelle de parieur pro pendant mes études. Donc en fait, j'avais pris 1 an à titre perso pour vraiment être parieur pro. Donc je faisais déjà de l'analyse de données assez poussée et je pariais sur le football notamment. Donc c'est vraiment mes grosses passions, c'est le foot, la data. Et aussi je suis un grand fan de tennis. Joueur et aussi spectateur et d'ailleurs j'espère qu'un jour on pourra aussi acheter des cartes de joueurs de tennis sur Sorare et que ça restera pas du foot. J'espère aussi, je suis aussi ancien joueur et spectateur également. Et ton aventure dans Sorare, donc t'en as un peu touché un mot tout à l'heure, je vais présenter un peu ta galerie. Donc tu t'es inscrit le 18 décembre 2019, alors tu as 305 cartes, ce qui est quand même un nombre énorme. Dedans tu as 29 cartes limited. Donc tu as commencé à te lancer dans Limited, mais tu vas peut-être donner un peu plus d'explications un peu plus tard. Tu as 177 cartes rares, 95 super rares et magnifiques 4 cartes uniques. Et le tout, selon la valeur à la date d'aujourd'hui, donc au 9 décembre 2021, ta galerie vaut 54 Ethers, donc un peu moins de 210 000 euros. C'est quand même une sacrée somme. Donc tu nous as parlé du début. Comment se passait en fait le début en Sorare? Parce que je présume qu'en 2019, il n'y avait pas grand-chose. J'ai écouté il n'y a pas si longtemps un podcast de Mathieu Stéphanie dans lequel l'invité était Nicolas Julia, et apparemment au début, la composition des équipes se faisait sur Discord en fait. Je sais pas si tu as connu cette époque-là ou bien ça avait déjà évolué quand tu as commencé le jeu. Alors en fait, je suis arrivé juste après. Sorare, le produit a été lancé dans une phase de bêta test début 2019. Donc je pense que c'est à ce moment-là que les compositions se faisaient sur Discord, etc. Et le produit a vraiment été lancé officiellement au grand public du coup en décembre 2019. Donc j'ai vraiment rejoint juste après. Mais j'étais vraiment au balbutiement du projet. Et pour te dire, à l'époque, il y avait uniquement la Jupiler League, donc la Ligue belge. Ouais, il y avait un marché primaire, mais forcément, il y avait, comparé à aujourd'hui, il y avait très peu de cartes mises en vente et les prix étaient ridicules. Les premières cartes que j'ai achetées, c'était 2-3 euros, je me rappelle. J'ai acheté une carte que j'ai encore, un José Fonte, 8 euros. Il m'a fait 2 ans. Là, ça fait 2 ans que je la ligne quasiment toutes les semaines et c'est la carte qui m'a le rapporté le plus. Donc voilà, c'était vraiment un autre monde. Enfin, il y avait très peu d'users. J'étais dans les 500 premiers users. La plupart sont encore là. Preuve que le jeu a vraiment réussi à convertir les users et à les retenir. Et donc voilà, il y avait la Jupiler League et petit à petit il y a eu de nouveaux clubs qui ont été signés. En France, moi je suis supporter lillois et je me souviens que très rapidement il y a eu Lille qui a été annoncé, il y avait Lyon aussi dans la même époque. C'était vraiment les gros premiers clubs annoncés. Il y a eu la Juventus assez tôt et ces annonces de gros clubs ont petit à petit ramené pas mal de users et fait monter les prix progressivement. Donc tu fais partie ce qu'on appelle les early adopters. T'as encore des autres joueurs dont le prix nous fait rêver, nous paraissait complètement dérisoire à l'époque, même si je présume que quand t'as investi tes premiers euros, ça devait peut-être te paraître cher les premières cartes, non? Ouais, clairement, ça me paraissait super cher. J'étais encore étudiant et j'ai un gros prêt étudiant sur le dos, donc j'avais clairement pas grand-chose à investir dans le jeu. Et j'ai pas investi beaucoup en tout et progressivement, j'ai dû investir entre 5 et 10 000 euros. Je suis pas super rigoureux sur la comptabilité, mais c'est à peu près ça. Et il y a des prix fous. Je suis en train de regarder. Là, je vois du José Fonte 8 euros, du Otavio de Porto 20 euros. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais il faut aussi savoir que au début, on en parlera peut-être après de ma stratégie, mais j'étais très actif pour faire de l'achat-revente. Ça me plaisait encore plus que la Fantasy League, à vrai dire. Au début, l'aspect trading. Donc, j'ai quand même revendu déjà pas mal de cartes que j'avais achetées très tôt. Vas-y, je te laisse continuer justement sur ta stratégie au début, si tu en avais une. Ouais, alors, elle n'était pas formalisée. J'achetais les joueurs un peu de manière impulsive sur le marché primaire, mais juste en essayant de trouver des bonnes affaires. À l'époque, il n'y avait pas Sorare Data, donc c'était un peu dur d'estimer le prix de marché d'un joueur, donc c'était un peu galère, mais j'essayais de trouver des bonnes affaires et de les revendre à 20%, 30% plus cher assez rapidement, des choses comme ça. Ce qui est aujourd'hui vraiment plus dur, c'est plus dur de faire ça. Je me rappelle qu'à l'époque, tu pouvais vraiment trouver des opportunités en te connectant la nuit parce que il y avait 500 users et la majorité dormait la nuit, donc tu pouvais vraiment trouver des inefficiences de marché. Ça a quand même bien changé depuis. Mais donc j'ai commencé par acheter des cartes rares, pas très chères, donc j'ai jamais eu des top joueurs en fait dans ma galerie, mis à part ceux que j'ai gagnés et que j'ai gardés. Mais c'était globalement des joueurs moyens plus rares que j'ai acheté pendant franchement au moins ma première année. Et je pense que j'ai commencé à acheter mes premières SR au bout de au moins 6 mois.
6 mois, 1 an, mais à peu près dans la même stratégie, donc trouver des SR pas chers pour faire soit du trading, soit être patient et attendre que les joueurs que j'avais achetés qui étaient remplaçants deviennent un jour titulaires, des choses comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de cartes. Il y en a beaucoup que j'utilise pas, où je suis un peu passif dessus. J'attends que les joueurs retrouvent un club ou redeviennent titulaires. J'ai beaucoup de SR qui sont un peu inutiles. Honnêtement, je dois utiliser peut-être 30% de mes SR en compétition. Tout le reste, c'est des remplaçants ou des joueurs qui ont des moyennes inférieures à 40 ou même des joueurs qui ont plus de club. Voilà. Et sur les 6 derniers mois, j'ai commencé à acheter des uniques. Je me rappelle, la première unique que j'ai achetée, c'était il y a 7 mois, je vois. C'était Alfred Duncan à l'époque Cagliari, mais qui est maintenant à la Fiorentina. Je l'avais eu dans un pack à 0,6 où dedans, il y avait aussi le gardien titre de Cagliari. Donc c'était vraiment une belle affaire, mais à la base j'achetais pas le pack pour l'unique mais plus pour le gardien, et j'ai gardé l'unique. Et là ces 3 derniers mois j'ai acheté mes autres SR, donc j'ai Othman Boussaïd, Stéphane Nuts et McTargay de Ostende, donc ma plus belle unique. Et je pense que je vais à peu près continuer cette stratégie, d'essayer de maintenant n'acheter plus que des SR et des uniques, parce que globalement aujourd'hui mes D4 et mes D3 sont assez compétitives, mais par contre mes D2 ne le sont pas, mais bon de toute façon elles sont pas rentables, donc on pourra y revenir, mais j'y prête pas trop d'importance. Et sur ce qui est des uniques, je me dis que si je veux m'en procurer, ça est maintenant, parce que si le jeu continue à exploser, ça sera vraiment les cartes qui deviendront hors de prix. Donc j'aimerais bien d'ici les prochains mois atteindre une dizaine d'uniques. Pour ce qui est des limited, j'en ai pas vraiment acheté. Enfin, j'en ai quelques-unes dans ma galerie, mais c'était soit des moments de faiblesse où j'ai craqué sur le marché primaire parce que j'avais une fièvre acheteuse, soit ce que je fais un peu, c'est de tester des stratégies d'achat-revente sur les limited. Comme ça me permet de tester ces stratégies à un plus faible coût que si j'achetais des rares. Mais globalement, je les utilise pas en D5. Et donc, tu continues en fait ces stratégies d'achat-revente malgré que tu stockes quand même un grand nombre de cartes? J'aimerais m'en passer, mais c'est quand même quelque chose qui m'excite pas mal sur le jeu. Je dirais encore au moins autant que la fantasy. Par contre, j'y consacre moins de temps qu'avant. D'une part, je me suis rendu compte que c'était pas, de manière objective, c'est pas la meilleure façon de gagner sur Sorare. Je trouve qu'en ayant une galerie plus restreinte, où tous tes joueurs sont utilisés et où tu as les meilleurs joueurs, c'est clairement la meilleure façon de gagner sur Sorare. Mais moi, ça m'excite un peu moins. J'aime bien cet aspect achat-revente. Donc voilà, et la deuxième chose, c'est que depuis quelques mois, j'ai créé une newsletter qui me prend pas mal de temps le week-end. Et donc là où avant, je passais mes week-ends à essayer de trouver des opportunités, etc. Maintenant, je travaille sur cette newsletter, donc j'ai aussi un peu moins de temps à consacrer à cette stratégie. Et ton objectif, c'était augmenter le nombre de cartes uniques, cartes SR. Est-ce que tu as un côté, parce que je me disais plutôt, avec ce nombre de cartes, peut-être que tu as un lien plutôt affectif avec tes cartes, mais apparemment non. D'après ce que tu me dis, non, tu gardes quand même cette stratégie d'achat-revente. Ouais, je dirais que le lien affectif, il s'est un peu créé petit à petit. Je sais que j'ai du mal à vrai dire, à vendre mes cartes, à les brader. Certaines, même si c'est des cartes qui sont honnêtement pas très utiles, c'est souvent des joueurs que j'ai utilisés de temps à autre dans des compétitions qui parfois m'ont fait gagner un reward et du coup j'ai pas envie de les brader et c'est pour ça que ma galerie s'empile. J'ai aujourd'hui à plus de 300 cartes. Et au niveau des SR, quelle est ta vision par rapport justement à leur utilité? Parce qu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que aussi bien en division 2, maintenant on appelle ça les All-Stars, c'est vraiment difficile et quand on arrive à avoir rentrer dans les places gagnantes, tier 2, tier 3 SR, c'est difficilement utilisable et c'est difficilement revendable, sauf si on brade ses cartes. Comment est-ce que tu vois l'évolution justement de l'utilité des SR? C'est aussi une partie de ma stratégie, c'est de pas les vendre. Non seulement parce que les prix sont vraiment bas, parce que comme tu le disais, les divisions All-Star sont pas très rentables, donc bref, les prix sont pas très hauts. Pour autant, j'aligne quand même des D2 et je gagne quand même pas mal de cartes, rarement des très bonnes cartes, mais souvent des T3. Et donc plutôt que de les vendre, je les garde. Pourquoi? Parce que je me dis que en fait, c'est une anomalie aujourd'hui que les D2 soient pas rentables. C'est une erreur de design du jeu. Mais je me dis vraiment que ça n'a pas lieu de perdurer et que ce sera fixe. Ça sera réparé, pardon. Et le jour où les D2 seront revalorisés et plus globalement le jour où Sorare arrivera à créer un jeu où les T3, donc les tiers 3 et les tiers 2 ont une plus grande utilité dans le jeu, je me dis que de manière homogène, les prix augmenteront sur ces cartes-là. Donc je suis un peu assez passif en attente d'une refonte du système de Sorare qui, j'en suis sûr, arrivera. Je ne sais pas si c'est dans 3 mois ou dans 1 an. J'aimerais que ça soit dans 3 mois, mais si c'est dans 1 an, tant pis, je suis prêt à attendre. Avec la création probable de nouveaux tiers, en tout cas en lisant entre les lignes les dernières informations newsletter de Sorare, on peut deviner qu'il y a autre chose qui se trame de ce côté-là. Quel est ton avis là-dessus?
Ça serait bien parce que le système de tiers est pas assez segmenté. Et effectivement, je trouve ça aussi dommage que on ne puisse pas gagner des cartes même inutilisables, de joueurs blessés, etc. Donc, je trouve que c'est un peu dommage et il y a beaucoup de gens qui aimeraient gagner des cartes, même si elles sont encore moins bonnes que des tiers 3 aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Et pour terminer justement ton introduction dans Sorare, l'aventure Sorare, comme tu es un early adopter, est-ce que tu as déjà retiré des fonds par rapport à ton investissement évidemment de départ, mais est-ce que tu gardes le produit de tes ventes pour réinvestir la totalité ou bien non, tu commences à sortir des fonds pour d'autres choses par exemple? Alors, je retire un tout petit peu et c'est très récent. C'est juste que du coup j'aime beaucoup Sorare, mais ça m'a aussi un peu mis l'eau à la bouche pour m'intéresser à d'autres jeux play to earn et globalement d'autres projets crypto. Et donc quand je vois un projet crypto qui m'intéresse pas mal, je sors 0,2, 0,3 par-ci par-là pour les mettre dans d'autres jeux. Mais globalement, j'ai pas retiré beaucoup et ce que je gagne, je le réinvestis dans des cartes encore, en grande majorité. Ok, super. Écoute, on va aborder le sujet de prédilection. Alors, chez toi, c'était compliqué de choisir parce que quand je regarde tes analyses, donc Sorare Intelligence, il y a vraiment une mine d'informations super intéressante et ça ne m'étonne pas que tes analyses soient de plus en plus connues dans la communauté Sorare, surtout que tu les écris en anglais, donc c'est évidemment tu touches beaucoup plus de personnes. Et dernièrement, le Média Sorare avec qui je collabore pour le podcast a traduit quelques-uns de tes articles pour les rendre accessibles aux francophones qui ne maîtrisent pas assez l'anglais. Et lors de la préparation, on a un peu échangé ensemble. Il y a un sujet que j'ai abordé, mais brièvement au podcast précédent avec Corentin Monaco 76, c'était le rapport Ether-Fiat, qui est probablement, je pense, le sujet vraiment qui fait énormément parler au sein de la communauté, et parfois ça peut être assez virulent. Et donc je voulais aborder ce sujet-là, j'en ai deux que je voudrais aborder, mais ça c'est le premier avec toi. J'ai lu ton analyse, et c'était vraiment très très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de managers qui ont participé justement à cette collecte d'informations. Tu as eu, si je me trompe pas, 205 managers qui ont rempli le questionnaire par rapport à leur rapport soit à l'euro, soit à l'Ether. Qu'est-ce que tu peux me dire? Lors de la préparation, je t'avais dit, c'était génial, c'était super intéressant. Mais toi, quel est ton avis? Est-ce que tu as un avis tranché par rapport à ça, ou bien plutôt mesuré en fonction de son profil, que tu aies investi par exemple directement dans Sorare avec des Ethers, donc pour quelqu'un qui était déjà dans la crypto-monnaie, ou bien plutôt rapport Fiat pour les personnes qui achètent avec leur carte bancaire? Alors déjà, un grand merci à tous ceux qui ont répondu. Je m'attendais clairement pas à avoir autant de réponses. Pour la petite anecdote, j'ai même dû souscrire à un plan premium Typeform où j'ai dû payer genre 50 € parce que j'excédais le nombre de réponses limite. C'était assez drôle. J'ai adoré faire cette étude parce que c'était la première fois que je demandais vraiment à la communauté leur avis sur un sujet qui est très technique, mais en même temps super important pour comprendre l'économie du jeu. Et donc c'est le rapport de chacun à Ethereum en fait. J'aurais aimé avoir une conclusion, comme tu dis, claire sur le sujet. Et la vérité, c'est que en fait les résultats m'ont beaucoup surpris et étaient beaucoup plus ambigus que ce à quoi je m'attendais. Pour faire clair, en fait, on a quand même une grande majorité des users qui ont acheté sur Sorare leur première NFT et qui ont parfois acheté leur première crypto sur Sorare. C'est vraiment Sorare qui est une porte d'entrée pour eux dans le monde des cryptos. Et donc souvent, ils ont même investi en fait via carte bancaire parce que Sorare permet cela via Ramp ou via même d'autres intégrations. Et souvent, ces personnes-là ont acheté en fiat et raisonné à la base en fiat et petit à petit sont retrouvés à gagner des Ethers dans la SD4. Donc les fameux seuils à 0,01 ou 0,02, ce qui les a progressivement quand même tournés vers Ethereum. Et donc, dans beaucoup de réponses que je recevais, c'était parce que du coup, dans le questionnaire, j'offrais la possibilité à chacun de donner son avis, de m'écrire en détail ce que les gens pensaient. Et ils me disaient, en gros, il y avait vraiment des réponses contraires où genre j'ai mis en ETH et en fait maintenant je pense en fiat, j'ai mis en fiat, je pense en ETH, etc. Donc c'était vraiment très très dur de vraiment dresser une tendance claire. Par contre, ce qui ressortait vraiment très très souvent, c'était que c'était d'une complexité insurmontable d'essayer de gérer les deux en même temps. Souvent, les gens ont, de manière arbitraire et pas forcément optimale, se sont dit maintenant je vais regarder plus que l'un ou l'autre. Et que globalement, c'était une charge mentale d'essayer de gérer les deux qui n'apportait pas grand-chose au jeu et que il y avait beaucoup de suggestions
sur le fait que Sorare serait un bien meilleur produit, un bien meilleur jeu si on passait en stablecoin. Donc les stablecoins, pour ceux qui savent pas, c'est des cryptos. Donc c'est vraiment des cryptos, mais qui sont indexés sur soit l'euro, soit le dollar, et dont le prix varie vraiment de manière minime. De manière parallèle au dollar ou à l'euro. Et à vrai dire, je suis assez, si je devais donner mon propre opinion, en vrai, je suis assez d'accord sur cet aspect-là. Et je pense que c'est aussi une des seules façons d'atteindre une très grande audience, c'est de passer en euros ou en dollars pour à la fois attirer tous ceux qui ne connaissent absolument rien à la crypto et qui en ont même peur. Il y a quand même une grande partie de la population pour laquelle c'est encore ça. Et deuxième, pour simplifier l'utilisation et la compréhension du jeu. Donc voilà, pour ces deux aspects, je pense qu'à long terme, Sorare aura tout intérêt à passer sur des stablecoins. Ouais, et il y a plusieurs mois d'ailleurs, je me rappelle lors du AME, Nicolas Juliet avait clairement dit que c'était l'objectif de Sorare de convertir aussi bien les paliers en stablecoin, mais également le prix des cartes en stablecoin. Ça remonte, je pense, au mois de mai, donc ça fait quand même 7 mois plus tard. Bon, après, il y a plein de choses qui sont évidemment passées pour Sorare sur cette année 2021, mais c'est vrai qu'on attend. Et là, je sais pas effectivement si Sorare va le faire ou pas. C'est le gros point d'interrogation. Il y avait différents points de vue. C'est vrai que je prends par exemple mon exemple. L'exemple de mon ami Thomas TT17 avec qui j'ai fait le premier podcast, lui, à l'heure d'aujourd'hui, malgré qu'il ne réinjecte plus rien et qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il enrichit sa galerie grâce à ses rewards, vente de rewards et achat de nouvelles cartes, il continue à réfléchir en euros et à avoir les prix en euros. Tandis que moi, je les vois plus en euros, je le vois qu'en Ether. Donc quand j'essaye de vendre, quand l'Ether est bas, encore faut-il savoir quand c'est vraiment bas, et acheter quand l'Ether est haut, parce que ça permet d'avoir des joueurs en euros moins chers, évidemment si on les achète en Ether, que l'inverse. Mais c'est effectivement, je pense pas qu'il y a, comme tu dis, une conclusion à tirer. Par contre, je suis d'accord avec toi que le stablecoin faciliterait pas mal de choses. Alors il y a je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai discuté avec quelques whales, mais qui viennent vraiment du monde crypto, et eux sont tout à fait contre le passage au stablecoin, parce qu'ils se disent, écoutez, les gros investisseurs regardent le monde des NFT art, etc. Les gros investisseurs, ils sont des gens qui sont dans la crypto. On n'aura jamais, d'après eux encore, je voudrais bien avoir ton avis par rapport à ça, on n'aura jamais des gros investisseurs qui viennent du monde traditionnel et qui ne baignent pas déjà dans le monde crypto. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'était aussi mon hypothèse de départ, et dans l'analyse que j'ai faite, j'ai justement segmenté les personnes qui avaient répondu en fonction de leur patrimoine Sorare, de leur portefeuille. Et en fait, je me rendais compte que cette assertion, elle est fausse, qu'il y a beaucoup de whales qui ont rejoint le jeu en 2019 qui en fait n'ont pas investi en Ethereum, qui ont investi en fiat. Et alors forcément, il y a quand même beaucoup de whales qui ont effectivement investi en Ether, mais c'est faux de dire que si demain Sorare passe en stablecoin, il n'y aura plus aucune whale qui investira dans le jeu. C'est vraiment, j'en suis convaincu que c'est faux. Ce que j'ai aussi envie de leur dire, c'est que ils ont quand même déjà tous fait un peu leur beurre sur Sorare, avec des énormes rendements, et que s'ils veulent continuer à investir dans Ethereum et d'avoir un portefeuille qui varie en fonction d'Ethereum, qu'ils sortent un peu d'argent de Sorare et qu'ils le mettent en Ethereum, et tout le monde sera content. Donc, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, pour pas mal d'investisseurs crypto, le fait d'être rentré dans Sorare, c'est considéré comme étant un hedge. Donc c'est une sorte de sécurité en fait sur la volatilité de l'Ethereum. T'es d'accord aussi avec ça ? Ouais, exactement. Perso, je le vis aussi comme ça. J'ai un peu d'Ethereum à côté. Et justement, quand je voyais l'Ethereum être très volatile, je préférais le convertir en carte Sorare, parce que je sais que Sorare, c'était un peu un buffer où, quelles que soient les variations d'Ethereum, elles allaient être un peu atténuées sur le prix des joueurs sur Sorare. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Moi, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que j'avais quelques Ethers de côté, mais quand j'ai acheté mes premières cartes Sorare, c'était principalement avec ma carte bancaire, et je convertissais donc en Ether lors de l'achat. Je vais faire un petit clin d'œil à Boga Junior, qui est un manager et qui est aussi à la tête de Media Sorare, qui est un des partenaires de Media Sorare, et qui avait posté ça sur notre groupe Discord SoAddict, parce que il y avait énormément de questions, et je trouvais ça pas mal. Je voulais aussi avoir ton avis là-dessus avant de clôturer ce sujet-là. Il mettait que, globalement, par rapport aux critères rationnels, donc les performances sportives, l'âge, ce qui c'est un joueur international, le prix des joueurs suit une logique en euros plutôt qu'en Ether. Et il donne comme exemple, pour un joueur dont la situation est stable sur le plan sportif,
sportif, son prix en euros va avoir tendance à être stable, sans tenir compte, j'ai envie de rajouter, sans tenir compte de nouveaux utilisateurs qui arrivent de plus en plus dans le jeu. Il dit, mais par contre, si l'Ether fait x2, il n'y a aucune raison que son prix en euros double. Son prix en Ether va donc naturellement diminuer, peut-être pas divisé par 2, mais il va beaucoup baisser. Alors du coup, il posait la question, est-ce qu'il faut raisonner en euros ou en Ether? Il dit, les deux sont possibles. Donc le premier cas, c'est si on veut raisonner en euros, d'après lui, impérativement retirer ses gains, parce que si on achète un joueur par carte bancaire à 500 euros, sans se préoccuper du cours de l'Ether, et qu'on le vend 10 jours plus tard 1000 euros, ça fait 0,25 Ether si on prend par exemple la valeur à l'Ether de 4000 euros, on le vend en fait à 0,25 Ether. Donc pour le vendre à 1000 euros, il faut qu'on convertisse ces Ethers en euros dans la foulée. Car si on ne fait rien et qu'il y a une grosse volatilité, on aura toujours 0,25 Ether. Mais si l'Ether tombe à 2000 euros, ben la vente sera en réalité de 500 euros. Et par contre, si évidemment on raisonne en Ether, ben là c'est un peu la même chose. Mais il y a aussi d'autres investisseurs crypto qui disent ouais mais regarde, maintenant si on utilise des Ethers, que l'Ether explose en 3 mois, il y a fort à parier que les cartes achetées un Ether vaudront plus que 4000 euros. Si on prend toujours le postulat qu'un Ether égale 4000 euros, mais ça vaudra en fait moins qu'un Ether. Et dans ce cas, on aurait mieux fait de laisser dormir l'Ether qu'on avait et on aurait gagné beaucoup plus d'euros. Je sais pas si c'est clair. Bah, je pense que, alors moi j'ai compris, mais c'est exactement ce qu'on disait. C'est quand même très compliqué à comprendre. C'est pas très clair. Et ça, c'est des mots de tête que 99% des joueurs ont pas envie d'avoir et qui est un frein au développement du jeu. Ce que tu disais, moi, ça me fait penser à mon ami là, Jordan, JoBZN T23, lui qui raisonne en euros et qui simplifie la vie. Ce qu'il gagne, il le retire sur son compte en banque. C'est en euros, il a très très rarement de l'Ether sur son portefeuille et quand il veut réinvestir une carte, il retransforme d'euros à Ether. Clairement, en fait, il se prend pas la tête. Et à l'inverse, j'ai d'autres exemples de gens qui raisonnent exclusivement en Ethereum et ils cherchent pas à essayer de maximiser en euros ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est des mots de tête. Je pense qu'il faut être radical sur une des deux façons de penser et s'y tenir, je pense. Très intéressant comme point de vue. Bah écoute, merci pour ce débat autour de l'Ether Fiat. Je pense que c'est pas ça qui va calmer toute la communauté, mais au moins ça donne plusieurs pistes de réflexion et surtout j'invite tous les auditeurs à lire ton analyse qui est vraiment super bien étayée. Et écoute, il y a un autre sujet que je voudrais discuter avec toi, c'est l'avenir de Sorare. Tu as écrit un article là-dessus, je pense en collaboration, sur donc l'avenir sur 5 ans, avec une vision optimiste, une vision pessimiste. Je trouvais ça vraiment fort intéressant. Donc dans les visions optimistes, par exemple, c'est pas mal d'expériences Twitch, construire un écosystème ouvert en tirant parti des cartes NFT de Sorare. Et justement, je reviens sur le podcast que j'avais entendu avec Nicolas Julia et Mathieu Stéphanie, parce que Mathieu Stéphanie a posé la question, ouais mais bon, imagine on prend une carte Mbappé, on la met dans un jeu de guerre ou que sais-je encore, et c'est là que Nicolas Julia a dit non, apparemment Sorare a conçu donc les cartes de manière assez minimaliste pour pouvoir justement être réutilisées ensuite dans d'autres écosystèmes, mais il y a ce fameux droit à l'image aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les cartes Sorare. Tu m'as également donné la place au football féminin, ce qui a été annoncé effectivement, le développement de nouveaux sports, rapprocher les fans du monde physique comme on le voit déjà petit à petit avec des joueurs ambassadeurs, et ta vision pessimiste, c'est que Sorare reste indexé sur l'Ethereum, qui a une équipe encore en construction, qui a ce fameux sujet qu'on va aborder un peu plus tard dans les questions-réponses au sujet du système de reward. Je vais pas tout annoncer, mais quel est pour toi vraiment ton ressenti? Est-ce que tu terminais comme conclusion en mettant que tu étais vraiment positif sur le futur de Sorare, mais est-ce que tu peux m'en dire plus aux auditeurs vraiment par rapport à ton ressenti, par rapport par exemple à des informations que tu aurais reçues? Quelle est ta vision et pourquoi on devrait rentrer ou on devrait quitter Sorare aujourd'hui? Alors déjà, j'ai pas d'accès à des informations privilégiées, je le dis à tout le monde. Pour l'anecdote, cet article, comme tu dis, je l'ai écrit avec un ami qui s'appelle Alexandre, qui est investisseur sur Paris. Et à la base, j'avais écrit uniquement moi le paragraphe optimiste, parce que je suis vraiment résolument optimiste sur l'avenir du jeu, malgré les défauts qu'on y trouve. Et c'est lui qui m'a un peu suggéré l'idée quand même de peut-être contrebalancer cette vision-là par des choses plus nuancées, voire des worst case scénarios. C'est pourquoi on a écrit cette deuxième partie. Et donc ouais, si je te devais résumer ma vision, enfin, c'est incroyable ce que Sorare a construit en 2 ans et l'engouement qu'il y a autour de ce jeu et moi-même comment j'ai transformé ma vision du football et ma passion pour ce jeu. Et je pense vraiment qu'ils ont trouvé la bonne approche et le bon modèle pour que ça soit répliqué à des millions de personnes et que tout le monde devienne fan de la Jupiler League, demain le football féminin et
et après-demain du basket, quoi. Donc je pense qu'ils ont vraiment trouvé via le jeu en fait l'élément clé pour permettre à des gens d'être encore plus engagés dans leur passion. Ce qui en fait ce qu'on savait tous, hein, mais en tout cas je trouve que le fait de pouvoir gagner de l'argent et trader des cartes virtuelles, etc., croit vraiment ça. Donc résolument optimiste. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est pourquoi on est tous aussi exigeants, c'est qu'on voit encore tous les défauts du jeu et c'est normal. Ils sont une petite équipe, ça fait pas longtemps qu'ils travaillent sur le projet, donc on aimerait que ça aille plus vite, tous. Mais je pense qu'il faut être un peu tolérant. C'est une petite équipe, il faut qu'ils recrutent. Là, ils sont 20, hein, vous vous rendez pas compte, mais une boîte qui vaut autant d'argent avec autant d'users, qui est aussi jeune et avec 20 personnes, c'est juste hallucinant et c'est une anomalie. Et donc forcément, ils sont en train de recruter. Il faut leur laisser le temps de construire les produits, d'onboarder les nouvelles personnes dans l'entreprise pour que peut-être d'ici un an, 2 ans, on ait vraiment une expérience exceptionnelle de ce jeu-là. Tu avais mis dans une analyse que tu voudrais bien faire, l'analyse en octobre 2022. Aujourd'hui, il y a 67 000 managers qui ont acheté au moins une carte. Et un peu plus de 1600 quand même qui ont en leur possession un peu plus de 100 cartes. Si tu devais te projeter, je sais pas si tu as déjà utilisé justement les outils que tu utilises de prévision, quelle est ta projection d'ici 1 an, si tu en as une, au niveau du nombre de détenteurs de cartes? Alors, je vais pas botter en touche, mais juste, je vais te dire que j'ai pas prédit le futur de Sorare et j'ai pas extrapolé la croissance passée pour faire la croissance future. Je pense qu'il y a largement de quoi aller chercher au moins x4, x5 en 1 an, aller chercher les 200, 300 000 users. Après, je pense que ça peut être un x2, 150 000 users si le jeu n'évolue pas et qui corrige pas les frictions qu'il y a dans le jeu actuel, que ça soit la complexité Ethereum ou le système de reward mal designé ou pas équilibré, etc., ou pas d'app mobile. Et par contre, s'ils arrivent à délivrer sur à la fois avoir une app mobile efficace qui nous simplifierait tous la vie, sur un système de reward équilibré qui donne un peu à tout le monde l'opportunité de gagner dans le jeu, et aussi sur un système plus progressif qui permet à demain le user qui achète 5 cartes limited pour 30 € de progressivement gagner un peu d'argent ou de nouvelles cartes et de progresser linéairement dans le jeu. S'ils arrivent à résoudre ces problèmes-là, pour moi, ça peut vraiment exploser parce que ils ont déjà l'argent pour faire du marketing, etc. Donc en fait, si le funnel est bon, si il y a de la viralité parce que ils ont résolu ces problèmes, là, ça peut aller chercher très très vite et ça peut les dépasser des millions d'utilisateurs. Est-ce que toi personnellement, tu t'es fixé, je sais pas, un certain cap de nombre de managers où tu te dis ah ouais là quand même, je vais probablement commencer à vendre et à prendre des plus gros bénéfices sur mon investissement de départ? 2 réponses à ça. Premièrement, je trouve que ça serait un peu malsain de penser comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui reprochent à Sorare le fait d'être une mini pyramide de Ponzi où il y a besoin d'avoir une croissance continue et accélérée du nombre de nouveaux entrants pour maintenir les prix, etc. Moi, je pense pas, et je pense que il y a vraiment la possibilité pour Sorare de grandir sur les 10-20 prochaines années avant d'atteindre une taille critique, et que même une fois atteint une taille critique, le jeu aura encore une utilité et sera leader de son industrie et sûrement de plusieurs industries en parallèle. Donc tu vois vraiment une explosion. La première réponse, c'est non, je me suis pas fixé de nombre à partir d'un certain nombre de managers, je commence à retirer. Et ensuite, pourquoi j'ai pas envie de retirer? Alors ouais, j'ai une grosse galerie aujourd'hui et c'est incroyable, je m'y serais jamais attendu. Mais c'est encore que du bonus et je suis tellement optimiste sur le jeu que j'ai quand même encore envie d'être un des, entre guillemets, leaders de ce jeu, de maintenir mon rang au sein du jeu et le plus possible pour être dans 20-30 ans, être encore actif sur le jeu et top manager. Ah, c'est magnifique comme vision. T'as vraiment une vision très très optimiste. Si tu parles du jeu d'ici 20 ans, c'est que tu y crois à fond. Il y aura sûrement eu d'autres évolutions, d'autres concurrents, etc. Mais je pense vraiment que ce modèle-là de gaming / investissement / passion, le marché, quoi, les passionnés de foot, c'est vraiment un cocktail qui est incroyable et il n'y a pas de raison que ça reste sport un le projet plus populaire, tout à fait. En centaines de milliers d'utilisateurs. Juste pour terminer, ton sujet de prédilection, enfin tes sujets, parce que c'est vraiment passionnant. Tu avais fait aussi une analyse sur la répartition des richesses et j'ai pris la conclusion où tu dis on va
plus, on se dirige plus vers une loi de Pareto. Alors si je me rappelle bien, la loi de Pareto, c'est 80-20. Donc pour toi, dans le futur, on ira vers un écosystème dans lequel 20% des managers détiendront 80% des richesses, ou j'ai mal compris? Alors, c'est pas prédictif. Pour moi, c'est plus une suggestion, voire même une condition du futur de Sorare. C'est que, en fait, les jeux play to earn, comme Sorare l'est, il y a besoin d'avoir un certain équilibre de sorte à ce que une toute petite fraction des joueurs ne possède pas l'immense majorité des tokens. Et dans Sorare, c'est des cartes. Aujourd'hui, Sorare, on est quand même à des niveaux d'inégalité qui sont assez extrêmes. Du coup, oui, quand je te dis Pareto, clairement, c'est souvent, on dit 20% devrait avoir 80%. C'est pas fixe, mais c'est quand même un objectif à atteindre. Et sur Sorare, on en est encore loin. On a, je sais plus ce que c'est les chiffres, mais je crois que c'est 1% qui détiennent 50% de l'écosystème. Et c'est des niveaux d'inégalité qu'on voit vraiment nulle part ailleurs. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus important, c'est que en fait, cette distribution de la richesse, elle aille pas vers l'accaparement par une toute petite partie de la population de la majorité de la valeur créée sur la plateforme. Ce qui aujourd'hui, pour être honnête, j'en ai un peu peur parce que la façon dont le design des rewards est structuré, c'est aujourd'hui, pour être clair, c'est la D3 qui est la plus rentable et c'est en D3 qu'on a les cartes avec les plus fortes valeurs. Et pour gagner en D3, il faut quand même avoir des équipes qui sont super. Ce qui conduit en fait à rendre encore beaucoup plus riches les très riches et à pas rendre beaucoup plus riche l'immense autre population. Donc c'est aussi pour ça que je pense que le design d'un nouveau système de reward est vraiment urgent et indispensable parce que le plus grand danger que court Sorare, c'est d'avoir une économie qui devient hors de contrôle et qui fait fuir la majorité des users. Pour terminer ton explication, tu avais noté dans ton analyse justement qui date du 2 octobre 2021 que le top 1% des managers détient 45% de la valeur totale, 20% détiennent 89% des richesses et les 50% inférieurs détiennent actuellement 4% de la richesse de Sorare. Mais par contre, tu es quand même optimiste et je pense que l'équipe Sorare l'a démontré. Toi, tu as évidemment un recul bien plus important que le mien parce que moi, ça va bientôt faire 1 an. Mais ils ont pu démontrer qu'ils s'adaptent, qu'ils écoutent la communauté et qu'ils vont toujours dans le sens de la satisfaction de la grande majorité des managers. Ouais, exactement. J'en suis conscient. Et je suis certain qu'ils en sont conscients. Pour la petite anecdote, je sais que la majorité pas la majorité, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Sorare qui lisent cette newsletter. Donc à ma petite échelle, je suis content de pouvoir transmettre ce message. Mais de manière en fait juste purement objective, ils ont l'ambition de créer un jeu qui devienne mondial et ils savent très très bien que c'est le danger principal, c'est d'avoir une économie pas soutenable. Donc ils corrigeront ça, j'en suis certain. On leur enverra aussi le lien du podcast. Comme ça, ils peuvent t'entendre également. Écoute, je te remercie, Justin, pour toutes ces explications. Écoute, on va passer maintenant à la prochaine rubrique, qui est l'analyse de galerie. Donc, Justin, tu peux te déshydrater si tu veux en attendant. Ça va pas durer très longtemps et on attaquera après le questionnaire rapide où on parlera du système de reward. Et donc, pour cette analyse, j'ai choisi MB7, donc sur Twitter. Son nom de manager, c'est BoFootball, BO Foot et puis BOL, qui me demandait donc d'analyser. Sa valeur de la galerie est à 0,55 Ether, soit un peu plus de 2000 € à la date d'aujourd'hui. Il a 24 cartes limited, 9 cartes rares. Je vais vite la détailler. Donc il a 7 cartes limited pour les gardiens. Il a seulement 2 titus par rapport à ces 7 cartes qui sont Van Krombrugge, dans le gardien d'Anderlecht, et Romero, le gardien de Universitario au Pérou. Il a aucune carte rare, mais il a 3 cartes common de gardiens dont Alisson et Silesen. Au niveau défensif, il a carte 4 limited et c'est Luan Pérez de l'OM et 3 joueurs américains, dont 2 Universitario. Il adore le Pérou parce qu'il y en aura d'autres après. Et une carte MLS. Et alors, il a 4 cartes rares, 2 joueurs américains et 2 joueurs non utilisables. Au milieu de terrain, 9 cartes limited, donc Cabella, Joao Mario et Michorl, qui jouent en Autriche. Et de nouveau 3 joueurs Universitario. Et encore 4 cartes rares, mais dedans, il y a un joueur asiatique, un joueur MLS, un joueur inutilisable et Munetsi qui est remplaçant à Reims. Et alors, au niveau des attaquants, 4 cartes limited aussi, dont Martin Terrier et Urruti, à nouveau le Péruvien, Dai qui joue en MLS,
et une carte rare qui est Berry, l'Espagnol qui joue en MLS. Donc, ce qu'il m'a dit, il a dit, mon but c'est essayer d'avoir le deuxième palier avec le budget le moins élevé possible en rare, faire un bon score en limited, on ne sait jamais, sur un coup de chance, et un peu d'achat-revente. Il voudrait donc viser le deuxième palier avec le budget le moins élevé possible, et il veut réinjecter maximum 300 €. Alors, pourquoi j'ai pris cette galerie? Parce que je trouve que c'est un exemple, de galerie et de conseils qu'on me demande assez régulièrement et qu'on retrouve par exemple sur Twitter ou certainement sur notre groupe Discord. Et je trouvais ça pas mal de prendre ça comme exemple parce que, comme constat, il a beaucoup de joueurs américains, que ce soit en limited ou en rare, dont les championnats se terminent maintenant. Et il a 2 bons joueurs limited, Cabela et Michorl, qui jouent dans des championnats avec de longues trêves. Parce que la Russie, c'est quand même 2 mois et demi de trêve. Ils reprennent que fin février et c'est quasiment 2 mois pour l'Autriche aussi. Ce qui ne laisse finalement comme titulaire que Van Krombrugge dans Direct, Luan Pérez, Joao Mario et Terrier. Voilà, comme conseil, c'est il lui manque un joueur extra pour continuer à pouvoir aligner une équipe limited de la fin des championnats en tenant compte des trêves des championnats russes et autrichiens. Et je lui conseille de prendre au Portugal, parce que le Portugal, justement, c'est un championnat où il n'y a pas de trêve de championnat. Et un PEP ou un Vertonghen, par exemple, serait très intéressant au niveau rapport qualité-prix. Sorare, c'est vraiment un jeu d'anticipation, et c'est vrai que quand on n'a pas énormément de budget et qu'on n'a pas beaucoup de cartes et que, comme là, il a énormément de cartes dans les championnats américains et asiatiques, et je comprends parce que au niveau budget, c'est plus abordable, il faut essayer d'anticiper. Alors, si on veut continuer à être performant, il faudrait peut-être les vendre un mois avant la fin du championnat, ou bien, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que s'il les vend maintenant, il va les vendre vraiment au rabais, et donc ça n'a pas trop de sens. Donc, autant les garder au chaud. Il a 300 € à réinvestir. Il peut prendre 1 voire 2 joueurs extra. Comme ça, il pourra continuer à aligner une équipe limited en All-Star. Et alors, concernant les rares, là, c'est plus compliqué, justement, parce qu'avec la fin des championnats américains asiatiques, il n'y a finalement qu'un gardien common et aucun joueur titulaire. Parce que le seul joueur européen qu'il a, c'est Munetsi qui est remplaçant à Reims. Donc là, avec 300 €, clairement, il doit se concentrer sur le renfort de son équipe limited et attendre. Et donc pulvériser les paliers en rare avec un seul gardien common qui est titulaire et sans réinjecter au minimum, je pense, 1000 €, si on parle en euros. Il faut soit essayer de vendre ses joueurs à perte, mais ce qui serait vraiment dommage, ou soit d'attendre, c'est ce que je conseille fortement, la reprise des championnats MLS et asiatiques qui est prévue pour fin janvier. Et donc finalement ça correspond les nouvelles saisons de championnat MLS, parce que ça a été avancé pour l'année prochaine en vue de la Coupe du Monde qui se passe en hiver, ça correspondra en fait à la fin de la trêve russe et il pourrait pendant cette période se renforcer en rare. Donc là maintenant dans ces championnats et profiter de la baisse des prix en fonction de ces rewards qu'il pourrait avoir en limited. Mais donc c'est ce genre de galerie évidemment à petit budget, et c'est la grande majorité des managers qui ont une galerie comme ça. Il faut essayer d'anticiper un maximum et essayer de vendre ces joueurs championnat asiatique et MLS quand même bien avant la fin des championnats pour essayer d'avoir des cartes qui soient utilisables quand ces championnats se terminent. Et il faut tenir compte aussi des championnats qui ont des trêves comme la Russie, comme je pense la Suisse également, l'Autriche, et regarder du côté portugais parce que, sauf erreur de ma part, c'est un des seuls championnats qui n'a pas de trêve. Même la Belgique c'est 3 petites semaines, les Pays-Bas c'est 3 semaines, mais donc ce sont tous des paramètres à tenir compte pour pouvoir continuer à s'amuser et aligner même une seule équipe en limited. Je sais pas si j'ai été clair, Justin, je sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Ouais, je te rejoins sur pas mal de points. Alors moi j'aurais 2 choses à dire sur cette galerie. La première, c'est que je trouve que le fait d'avoir choisi une équipe complète Universitario, c'est une excellente chose pour plusieurs raisons. Déjà, tu es à peu près sûr que tes joueurs joueront en même temps, ce qui est vraiment très intéressant quand tu commences le jeu et que tu n'as pas énormément de joueurs. La deuxième chose, c'est que le championnat péruvien, si je me trompe pas, reprend assez tôt, et ça sera, je crois, même le premier à reprendre de la division América. Donc il y aura peut-être des opportunités d'aller chercher des très très hautes places avec une très bonne équipe d'un même club. Donc voilà, et puis en fait, c'est aussi, l'Universitario, c'est quand même un très bon club. Ah oui, ils terminent 3e là au championnat, donc ouais, ils sont censés un peu rouler sur le championnat et donc avoir des très bons scores. Et je vois qu'il a acheté les meilleurs joueurs, notamment Urruti devant, qui est un très très gros buteur. Donc excellente chose. Par contre, j'ai un peu peur un peu peur pour moi. Il a acheté le gardien, le jeune gardien là. Moi, j'ai acheté le
le titulaire de l'an passé, avant-hier, je crois, qui a 35 ans. Donc j'aimerais bien, je sais pas qui sera titulaire, j'espère que ça sera le mien quand même, sinon j'ai perdu un peu d'argent. Et juste, ouais, sur les rares, en fait, je pense qu'il faudrait avoir à peu près la même logique que ce qu'il a eu sur l'Universitario. C'est s'il a très peu de cartes, d'avoir des cartes d'un même championnat pour les synchroniser au maximum et avoir un peu de synergie, si possible, en ayant des joueurs du même club. Ouais, tout à fait. Il faut éviter de se disperser. Et, non, je voulais faire un petit clin d'œil à Corentin à Monaco parce que la seule victoire qu'il a eue, c'était justement en alignant une full Universitario. Donc ça me fait rire parce qu'effectivement cette équipe obtient des résultats. Bah écoute, merci Justin pour ton retour aussi par rapport à mon analyse. On va passer au questionnaire rapide pour l'invité. J'en ai sélectionné des très pertinentes. Alors bah écoute, je vais reprendre la question que ton pote a posée, Jordan, donc JobZNT23. Que penses-tu des divisions actuelles en SO5? Est-ce qu'elles sont bien équilibrées d'après toi? Et que penses-tu du système actuel des rewards? Comment tu le verrais de ton côté? Alors, pour la petite parenthèse, c'est un sujet très chaud parce que le hasard du calendrier a fait que Sorare a sorti hier une newsletter où ils ont annoncé le changement de système de reward, où on passe d'un reward dynamique à un reward hybride. Et donc, je trouve que cette question-là tombe à point nommé. Alors, excellente question. Ça me permettra aussi un peu de résumer ce que j'essaie de développer en amont. Qu'est-ce que je pense des systèmes de reward? Je pense que la D4AS est trop rentable, que les paliers, vu que c'est en Ethereum et que l'Ethereum est très haut, sont un peu trop hauts. Enfin, en tout cas, donne vraiment pas mal d'argent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Sorare, c'est un de leurs plus gros poste de dépenses, c'est justement les rewards de ces paliers. Donc franchement, soit les mettre aussi dans d'autres divisions, soit diminuer un peu ce qu'ils offrent, ça me choquerait pas et ça permettrait peut-être de redistribuer mieux ailleurs. Les D3 aussi sont super rentables, mais du coup quasiment inaccessibles. À l'inverse, les D2 et les D1 sont complètement délaissés. Et en fait, c'est un mécanisme qui s'alimente parce que vu que les D2 sont délaissés, les meilleures cartes super rares se retrouvent en D3, qui deviennent encore plus injouables. Et donc, les meilleures cartes rares qui ne peuvent plus être posées en D3 sont posées en D4. Et enfin, bref, c'est vraiment un effet dévastateur pour les joueurs qui n'ont pas des super cartes. Donc voilà. Et sur le système des divisions, moi, je pense qu'ils auraient intérêt, ce qui serait bien, ça serait d'avoir d'autres modes de jeu au sein de Sorare, qu'on n'ait pas forcément que des divisions régionales, mais aussi des divisions avec des règles imposées, un peu à la manière de ce qu'ils font dans les weekly. Donc, ça serait, je sais pas, avoir une division entière, on peut mettre que des joueurs qui ont moins de 45 de moyenne sur les 15 derniers matchs ou à des joueurs âgés de plus de 33 ans, des choses comme ça. Et je pense qu'en mettant des conditions strictes comme ça permettrait un peu d'équilibrer plus les choses et de favoriser les joueurs moyens, entre guillemets. Si tu avais un conseil ou des conseils à donner à la team Sorare par rapport justement au système de reward, je pense que l'implémentation d'une progression bar, ça serait top, de manière à ce que même si t'es pas top 20 ou top 30 d'une division, tu gagnes un peu d'expérience. En tout cas, c'est la manière dont je l'ai compris. Tu gagnes un peu d'expérience et que tu peux convertir cette expérience à un moment, soit en Ethereum, soit en carte ou des choses comme ça. Ça permettrait en fait de lisser la progression et de pas avoir ces effets de seuil où j'ai fait 204 points, j'ai 0 €, je fais 205 points, j'ai 40 € ou des choses comme ça qui sont un peu, je trouve, c'est un peu bête en fait d'offrir ce genre d'expérience à des utilisateurs. Donc ouais, je dirais ça. Et la deuxième recommandation, ça serait de créer ces divisions un peu avec des règles plus strictes et qui permettraient un peu de filtrer les très grosses cartes. Ouais, tu augmenterais, par exemple, est-ce que tu changerais le nombre de cartes qu'on peut par exemple utiliser en D3 ou en D2? Donc aujourd'hui en D3, ce qu'on appelle rare pro, on peut utiliser 2 super rares. En super rare, on peut utiliser maximum une rare, mais également une unique. Est-ce que tu changerais quelque chose à ce système actuel? Peut-être, mais pas tant en termes, je dirais, analytiques ou quoi que ce soit, mais en termes juste de compréhension et de facilité du jeu. Je trouve que c'est un peu compliqué de s'y retrouver quand tu arrives sur le jeu. Ça peut être vite déceptif de voir, t'as acheté 5 cartes rares super bonnes. En fait, tu vois que t'as des gens dans une division, la division 3, qui peuvent mettre 2 SR encore plus fortes. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que tout le monde n'est pas toujours sur le même niveau dans ces divisions-là. Ouais, et au niveau des rewards, moi je te rejoins aussi. J'avais vu un tweet il n'y a pas si longtemps d'un des whales de Sorare qui est Inwa, YNWA. Il avait mis une composition de 5 joueurs, mais absolument
monstrueuses. Je pense qu'il y avait Donnarumma, enfin c'était une équipe U23, Donnarumma super rare, il y avait Mbappé super rare, il y avait Haaland super rare, il y avait je crois Trent Alexander-Arnold super rare, et puis il avait une unique d'un énorme joueur aussi dont le nom me revient pas tout de suite, et il a dit qu'est-ce que j'aurais envie d'aligner cette équipe en All-Star, donc en Division 2, mais malheureusement les rewards étant ce qu'ils sont, je préfère les splitter et les mettre en Division 3, et ça rejoint un peu ce que tu dis, si ces énormes cartes se retrouvent en Division 3, ça devient plus que compliqué de pouvoir gagner quelque chose de très très beau, sauf évidemment alignement de planète, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que perso j'aimerais même aligner des équipes en Division 2 et pouvoir gagner des cartes rares, voire inclure des tiers 0 rares en Division 2 et distribuer davantage de super rares en Division 3. Ouais. Enfin en fait je pense que la rareté des rewards devrait s'adapter en fonction de l'évolution du prix sur le marché, et que de manière à faire en sorte, et vraiment que ça soit une priorité pour l'équipe Sorare, d'avoir une Division 2 qui donne plus de récompenses en valeur que la Division 3, qui elle-même donne plus de récompenses en valeur que la Division 4, etc. Tout à fait. Donc, ouais, parce que finalement, pour ces whales, le retour sur investissement aussi en les mettant en Division 3 n'est pas génial. Quand tu prends une super arme Mbappé, avant qu'elle soit rentabilisée, tu dois en gagner des rewards en Division 3. C'est clair. Une autre question de Dobrandao, qui est aussi un ami à toi, je pense. Comment est-ce que tu récupères toutes ces données pour Sorare Intelligence? Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Alors déjà, il y a Sorare Data qui est un site incroyable sur lequel on peut récupérer de la donnée. Donc que ce soit à la main ou en utilisant des petits scrappers. Moi, ça dépend des scrappers, c'est des petits outils qui permettent de, en gros, télécharger le contenu d'une page web. Et ensuite, du coup, je le retravaille un peu, et c'est comme ça que très souvent je récupère la donnée. Mais tu as aussi une autre façon de le faire, c'est puisque Sorare est un jeu blockchain, il y a beaucoup de choses de transactions ou des données qui sont en libre accès sur Internet, donc dans des contrats blockchain. Et donc là, c'est un peu plus dur techniquement, mais il y a aussi pas mal de data à les récupérer de cette manière-là. Et aussi Sorare, alors moi je le fais pas, mais à une API, donc qui permet à n'importe qui de pouvoir faire des requêtes et de récupérer une data spécifique, et Sorare est super sympa là-dessus, et en fait, il suffit de présenter un petit projet, de pitcher un projet pour avoir accès à cette API. Très intéressant. Dernière question de mon invité au deuxième podcast, Parieur Panache, qui te demande: plus on va avoir de managers, plus le score à atteindre pour obtenir un prix va être élevé. Ce qu'on voit d'ailleurs déjà aujourd'hui. Ne penses-tu pas qu'il y a un risque que les petits moyens budgets se lassent? Est-ce que tu as des propositions pour que le jeu reste intéressant, même avec des centaines de milliers d'utilisateurs? Franchement, il y a une infinité de solutions possibles. On a parlé de la progression bar, on a parlé de l'instauration de tier 4, ce genre de choses. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur le postulat de base. Je suis pas certain que le nombre de points à atteindre continue à augmenter dans le futur, ou en tout cas pas autant que ce qu'il a augmenté ces derniers mois. Pourquoi ? Parce que je trouve que sur ces derniers mois, en fait, Sorare a annoncé beaucoup de nouveaux clubs et de nouvelles ligues très hétérogènes, avec souvent quelques clubs qui marchent sur les ligues. Donc, je pense à l'Ajax, à Red Bull, Salzbourg, etc. Et ce qui fait qu'en fait, les clubs vraiment où les joueurs ont des super notes sont, je trouve, déjà sur Sorare, et que dans le futur, si Sorare annonce de nouveaux clubs, ça sera des clubs bien plus homogènes, où il y aura moins de top joueurs. Et donc, je pense que les scores max à atteindre pour avoir des paliers ou des top joueurs dans le jeu, et on y est déjà presque, en fait. Ouais, tout à fait. À part certains joueurs de Première Ligue, le jour où Sorare couvrira la Première Ligue, là, il y a encore des autres gros joueurs. Mais si tu prends en compte le supply, parce que évidemment, chaque année, il y a des cartes qui vont ressortir, donc il y aura de plus en plus de managers qui auront de très grosses cartes. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer dans le bon sens, évidemment? Ouais, honnêtement, je sais pas, c'est un peu dur à dire. C'est forcément peut-être augmenter le nombre de places gagnantes, évidemment, avec ce système hybride où Sorare, pour résumer en une phrase, c'est on ne tient plus compte pour déterminer le nombre de places gagnantes du nombre de clubs et de joueurs, donc du supply, mais du nombre de line-up compétitifs qui sont inscrites
à chaque Game Week. Et donc évidemment, le jour où il y aura, aujourd'hui je sais pas, on a un peu plus de 10 000 line-up inscrits en ASD4 je pense. Le jour où ça atteint 50 000 ou 100 000, bah forcément, normalement le nombre de places gagnantes devrait suivre le même coefficient. J'espère que ça se passera comme ça, mais évidemment je pense que c'est la solution. J'espère, mais en même temps, si dans 5 ans, s'ils continuent à émettre des cartes avec à ce rythme-là, il y aura toujours 100 cartes par joueur distribuées par an, et à l'inverse, tu auras peut-être, 100 000 personnes qui participent à la compétition, dont des centaines de Mbappé, tu vois. Donc, sur du très long terme, peut-être que les équipes seront encore plus identiques entre elles, les tops équipes, avec les mêmes joueurs. Ouais, ou peut-être des divisions, des championnats spécifiques à chaque championnat dans la vie réelle, ça peut être aussi une possibilité pour toi ou pas? Parce qu'au lieu que ça soit challenger, voilà. Ouais, clairement. Bah écoute, merci pour ton retour par rapport à ces questions, je trouve très très intéressantes. On va attaquer la dernière partie, Justin, qui est le questionnaire rapide. Alors, on va commencer comme à chaque fois. Ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare, et la raison pour laquelle tu l'as ou tu l'as choisi? Alors, moi je suis un très grand fan de Villarreal. D'ailleurs, j'étais aux Anges l'an passé parce qu'on a gagné l'Europa League, enfin, magnifique. Du coup, mon joueur préféré, c'est une légende de Villarreal, c'est Santi Cazorla. Je crois que c'est même mon icône sur Sorare, si je me trompe pas. Et genre, juste si je peux faire la propagande de Santi Cazorla, c'est un joueur délicieux qui a eu des problèmes physiques très très graves à la fin de sa carrière, où il a pas joué pendant plusieurs années. Mais c'était un joueur monstrueux et qui, en fin de carrière, est revenu à un niveau monstrueux, où à Villarreal, à 35 ans, il faisait des saisons à 15 buts, 15 passes limite. Il avait retrouvé la sélection à 35 ans, etc. Et il était à un niveau tactique et technique franchement rarement égalé. Et sa carrière a été un peu gâchée par les blessures et aussi par le fait qu'il a joué avec Xavi Iniesta, mais sinon c'était vraiment pour moi un top joueur du 21e siècle. Mais sinon sur Sorare, je dirais c'est un joueur que j'ai découvert un peu par hasard une nuit à regarder le FC Dallas, c'est Ricardo Pepi. Que j'appelle Ricardo Pépite. Petite histoire, je l'ai acheté avant qu'il commence à scorer beaucoup de buts. Je le voyais, il faisait quelques rentrées à l'époque, il était remplaçant. Franchement, il avait du ballon, des très bons appels de balles, etc. Je le trouvais pas très cher, du coup, je l'avais acheté. Pile au moment où je l'achète, il est devenu titulaire, a marqué plein de buts. Maintenant, il est titulaire aux États-Unis, en équipe nationale, annoncé un peu partout en Europe. Donc c'est vraiment mon petit coup de cœur sur Sorare. Et c'est clairement, encore une fois, un exemple de la puissance de Sorare. Je me suis mis à être passionné et à admirer un joueur qui était remplaçant au FC Dallas, quoi. C'est juste incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Et pour revenir à Cazorla, il est toujours en activité, je pense, non? Il joue au Moyen-Orient. Je peux pas lui en vouloir, il allait prendre un dernier chèque. Mais ouais, il joue encore à 37 ans, il est passionné par le foot. Je crois qu'il est pas en Arabie Saoudite. Il joue en marchand, mais c'est juste un joueur incroyable. Hyper doué. Alors, ton plus beau résultat, j'ai vu sur Sorare d'attaque, tu avais 3 victoires. Ça doit certainement faire partie de ça. Ouais, j'ai eu 3 victoires. Je crois, si je me trompe pas, une en weekly très récente, une fois la SD4, et donc ma plus belle victoire, c'est plutôt j'avais gagné en Challenger D3. Je sais plus ce que j'avais gagné comme carte, mais j'avais eu, je me rappelle, un score incroyable. Et puis c'était un week-end fou où t'as l'impression que les planètes sont alignées. C'est des moments rares, mais c'est tellement plaisant de voir ça, c'est dingue. Ouais, et surtout que t'es super impatient, t'es difficile à dormir parce que t'as envie de voir quel sera ton reward. En weekly, t'avais gagné la weekly, t'avais certainement gagné une SR. C'était qui? Ouais, encore une fois, j'étais un peu déçu par le reward. C'est Anthony Modeste, super rare. Donc il est vieux et en plus, pile après que je l'ai gagné, il a arrêté de scorer, de marquer de but. C'était il y a pas longtemps, mais là il est un peu dans le dur en ce moment. J'espère que ça va revenir fort. Mais encore une fois, c'est un peu dommage quand je gagne une weekly. Alors c'était une weekly un peu ouverte où j'ai pas fait un énorme score pour la gagner, mais je m'attendais quand même à avoir quelque chose d'un peu mieux. Ouais, de temps en temps on a des belles, et de temps en temps on a des bonnes surprises. Ça fait partie du jeu et du charme aussi de Sorare. Et ton plus gros coup de poisse? Ouais, alors anecdote un peu dramatique, mais pendant longtemps j'ai pas voulu me attaquer la division Asia, et ça devait être au printemps. Finalement, j'ai décidé d'attaquer l'Asia en achetant une D3. Et donc j'avais acheté 2 joueurs de Gangwon, je me rappelle, Gomuyol et Lim Chae-min. Donc un attaquant, l'attaquant titulaire qui était le meilleur attaquant du club, et un défenseur capitaine. Et quelques jours après un match où je crois qu'ils avaient gagné Gangwon,
je vois dans les news qu'ils ont eu un accident de voiture, les deux. C'est dans la même voiture et les deux blessés plusieurs mois. Enfin, vraiment le truc, mais improbable. Heureusement, rien de très grave. Et là, ils rejouent au foot et je les ai encore dans ma galerie. Mais c'est vraiment des choses, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose contre moi. On a tous une histoire comme ça, on achète un joueur puis il se retrouve sur le banc. Ouais, c'est bon. Le principal, c'est qu'il y a rien de grave. Ils ont pas pu jouer pendant longtemps, mais c'est vrai que ce sont des anecdotes assez spéciales. Et je pense que tous les managers en ont au moins une dans leur poche. Tes 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare et que tu fais tes line-up. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que je l'ai fait en dehors de Sorare d'abord. J'ai un Google Sheet qui est un peu ma base de données centrale où je note mes idées, je suis la valeur de mes joueurs, etc. Donc c'est vraiment déjà l'onglet sur lequel je suis le plus souvent. Ensuite, forcément, donc il y a Sorare, mais il y a aussi Sorare Data sur lequel je passe vraiment beaucoup de temps, notamment aussi pour écrire mes articles, donc pour récupérer de la donnée. Et le troisième onglet, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai créé il y a quelques mois un compte Twitter. Donc j'ai pas d'abonnés et je poste rien, mais c'est juste pour m'abonner à des journalistes, des clubs, un peu tout ce que je peux trouver pour essayer de capter de l'info, que ça soit des blessures, des rumeurs de transfert et tout. Donc ouais, je pense que je suis pas loin de 1000 comptes. Je l'actualise assez souvent pour essayer de choper des infos. Donc voilà. C'est pas mal comme idée de. C'est pas mal comme idée de différencier en fait tes comptes Twitter. Donc t'as ton compte Twitter normal où là tu suis des comptes vraiment qui t'intéressent, pas spécialement autour de l'écosystème Sorare, mais par contre l'autre c'est vraiment pour Sorare que tu l'as créé quoi. Ouais, c'est pas exactement, mal. Exactement. Ça permet de pas perdre des infos importantes sur ton mur ou dans ton fil d'actualité. Ouais, et puis de toute façon, sinon c'est indigeste. C'est vraiment des dizaines de messages à la seconde. Et pour 99% des informations sont pas importantes pour moi. Donc ça serait juste trop dommage de mêler les deux. Et ton Google Sheet, comment est-ce que tu le conçois? Donc t'encodes tous tes joueurs avec des colonnes par championnat. Tu notes quoi, son état de forme, des choses comme ça? Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment pas mal d'onglets, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai un onglet où je récupère les notes à la fin de chaque Games Week de tous mes joueurs, pour ensuite reconstruire un peu comme ce que Sorare Data fait, mais pas de manière très précise, son historique de notes, ses moyennes sur les X derniers jours, les choses comme ça. J'ai un onglet sur mes équipes types, donc avoir juste une vision de quelles sont mes meilleures équipes potentielles que je peux avoir. J'ai un onglet sur les blessures et les suspensions. C'est que pendant très longtemps, j'arrivais pas à gérer ça et j'avais trop de DNP. La solution que j'ai trouvée, c'est juste dès qu'il y a une blessure ou une suspension, de noter ça dans un Google Sheet et de mettre une date de retour estimée. Et comme ça, je fais déjà beaucoup moins d'erreurs. Donc voilà, c'est des choses un peu comme ça, des petits tools que j'ai créés moi pour gagner du temps et être un peu meilleur sur Sorare. Et le line-up builder de Sorare Data, ça ne te convient pas assez? Ouais, non, je l'utilise pas, à vrai dire. Mais il est pas mal, hein. Pendant un moment, je me rappelle, je l'utilisais, mais... Ça s'améliore un peu, ouais. Ça s'améliore. Il y a maintenant des petits croix rouges où on sait voir les indisponibilités des joueurs, mais voilà, ça demande encore un peu de fine-tuning et d'amélioration, mais c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Si on ne veut pas se casser la tête, mais bon, toi, t'es un foot data, donc c'est normal que tu fasses des tableaux dans tous les sens. Mais je leur donnerai une chance à ce line-up builder. Ça doit être pas mal, ouais. Bah pour terminer, ton joueur à suivre. Alors, mon joueur à suivre, bon, je vous conseille pas forcément de le suivre, mais moi, je le suis en tout cas. C'est Brendan Craig. C'est un défenseur de 16 ou 17 ans qui est le capitaine de l'équipe réserve de Philadelphie. Pourquoi je parle de lui? Parce que j'ai sa rookie numéro 1 sur 100, donc carte collector à mon sens, même si c'est un joueur qui a jamais joué en pro encore pour l'instant. Et en fait, c'est que c'est encore plus drôle, c'est que, anecdote marrante, c'est que quand j'avais acheté sa rookie, c'était ma toute première et c'est la seule, je crois, que j'ai de carte rookie. Je l'avais posté sur Twitter et il avait liké et j'ai même vu quelques jours après qu'il y avait un Brendan Craig qui s'était inscrit sur Sorare via mon lien de parrainage. Donc peut-être que je me dis que j'ai réussi à le faire venir sur Sorare. Ah, c'est excellent. Et tu l'as déjà vu jouer? Ah non, bah, je pense que c'est pas diffusé ces matchs et c'est même très dur d'avoir de l'information sur lui. Trouver des vidéos, mais de ce que je sais pas, sur YouTube, il, des choses comme ça. Il joue encore avec l'équipe réserve là-bas. On arrive à la fin déjà, Justin. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir là. Moi, je vais continuer à suivre toutes tes analyses. On reste en contact et j'invite vraiment les auditeurs à s'abonner à ta newsletter. Moi, je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Et puis, je te dis surtout à demain parce que vraiment, ça c'est assez fou. J'ai vu un tweet de Nicolas Julia en fait qui a retweeté un de tes posts où tu mettais que t'allais faire un marathon de la Jupiler League, donc où tu vas assister avec plusieurs potes managers à 4
matchs de la Jupiler League à partir de demain vendredi, en commençant par Charleroi-Ostende, et tu termines ça dimanche. Et quand j'ai vu ce post-là, je t'ai contacté parce qu'on avait, t'étais justement mon invité, et on a réservé les places et on se verra demain pour la première fois en réel au match Charleroi-Ostende. Donc je me fais vraiment un plaisir de te rencontrer en réel, ainsi que Jordan, Job et tous tes autres potes. Donc voilà, je suis impatient d'être demain. Je te remercie d'être passé. Je te souhaite une excellente soirée, une bonne continuation sur Sorare. J'ai hâte. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un régal de parler de Sorare encore une fois. À bientôt. On remercie encore notre invité Justin, alias Tekoma. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, les sujets qu'il a abordés m'ont passionné. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Média Sorare ou en allant directement sur le site de mediasorare.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Beau Football aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Média Sorare. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast dans 2 semaines, dans lequel j'aurai comme invité, spoiler alert, le membre d'une team d'un jeu qui utilise les cartes Sorare. D'ici là, je vous souhaite à tous des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.